Délicieux, non? Ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas goûté à la pomme d'acajou. À la pomme d'acajou. Mais très longtemps. Malade, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes ici à Dubrika, dans Bawa, Oui. où vous avez une zone d'exploitation, une ferme de 65 hectares que nous avons eu le plaisir de visiter depuis ce matin. Félicitations pour ça. Merci. Je voudrais vous demander en tant que jeune, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'agriculture? La motivation, elle est toute simple. Je dirais que je suis le fils d'un paysan. Aussi, mon père était un enseignant. C'était une personne qui pratiquait l'agriculture. Donc, à côté de l'enseignement qu'il faisait, il avait un domaine d'exploitation dans notre village à Diari. Donc, cette culture, je l'ai eue comme ça, m'a éduqué avec. Et lorsque je suis venu à Conakry, j'ai constaté une seule chose, que la production généralement de Conakry vient de loin. Vient de Mamou, vient de Dalaba, vient de Labé, vient de Zérékoré. Et donc, je suis venu à Dubrika une visite comme ça. Et l'amitié avec une famille m'a permis de découvrir qu'il y a un potentiel agricole énorme. Donc, vu tout ça là, et vu ce constat, le fait qu'il n'y en avait pas des gens qui produisaient ici, surtout les jeunes, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer. Parce que écolier que j'étais, effectivement, on gagnait quelque chose dans l'agriculture. Donc c'est comme ça que je me suis lancé, je suis parti de ce constat à Conakry et de cette culture que j'ai eue de mon père. Et là, je voudrais vous demander, avec moi j'ai vu, mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez leur dire ce que vous faites ici, à part... Voilà, nous sommes sur un domaine de 65 hectares, comme vous avez bien voulu le signaler. Et sur cette ferme qu'on appelle Espoir Jeune, nous faisons de l'agriculture et de l'élevage. Donc c'est un projet agropastoral. Et c'est supporté par une ONG, une coopérative qu'on appelle Partenariat de jeunes pour le développement durable. Que vous présidez? Oui, que je préside actuellement. Donc nous faisons non seulement de la culture maraîchère, nous sommes dans la production de la tomate, de poivrons, des petits piments et des gros piments, et aussi dans la production de choux et des laitues. Et nous sommes aussi un grand producteur de riz. Cette année, on a eu 15 tonnes. On aura le temps de visiter le site, où il y a un bras de mer ici, on appelle Kolaya. Nous avons fait le riz. J'espère que vous avez déjà vu ça sur notre page, qui a fait un boom d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai goûté le riz tout à l'heure. On nous a fait de l'afidi, le riz cultivé ici, le gombo, les aubergines, l'huile de palme. Tout ce qu'on a mangé ici depuis ce matin provient de cette ferme. Exactement. Nous produisons, nous consommons, nous estimons qu'effectivement, la meilleure manière d'être indépendant, c'est d'avoir une indépendance et une sécurité alimentaire. Une indépendance alimentaire parce que nous produisons nous-mêmes ce que nous consommons. Une sécurité alimentaire parce que nous savons comment ce que nous mangeons est produit. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Quand vous sémez quelque chose, vous voyez ça grandir et vous faites la récolte, vous consommez. Eh bien, c'est merveilleux. Nous disons merci à la terre, merci à Dieu pour tout ça là. Donc, Et vous ne vous arrêtez pas en fait à planter et à faire le suivi. Vous incitez d'autres jeunes aussi à vous rejoindre. Vous offrez des formations, des séances de formation et même de coaching. Apparemment, vous donnez des portions de terre à ces jeunes. Ouais. Comment ça se Effectivement, passe? le concept, c'est parti d'un constat au fait. Au début, quand nous allons voulu produire, j'ai constaté une seule chose, nous n'avions pas les techniques. Il a fallu que j'approche un ingénieur. Deuxièmement, j'ai vu qu'il y a une barrière foncière. C'est un handicap. Et troisièmement, c'est le problème financier. Et toujours il y a ce problème. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas monter une ferme-école où non seulement nous allons outiller les jeunes en technique culturelle avec le collège d'ingénieurs que nous avons maintenant, et deuxièmement parce que comme nous avons un potentiel énorme, un potentiel foncier énorme, pourquoi ne pas inciter les jeunes à produire pour que nous puissions faire une grande production et avoir un lobbying et pouvoir écouler ça. Nous sommes en contact aujourd'hui avec des hôtels, donc c'est de voir comment on peut faire tout ça là, les vendre, produire davantage pour que la production soit continue. Deuxièmement,
la deuxième phase, nous entrons bientôt dans cette phase, c'est la phase de la transformation. À partir de 2010, fin 2018, c'est PJDD transformation. Donc à partir de là-bas, cette pomme d'acajou que nous jetons comme ça, vous avez vu, il y a ça ne fait que courir, c'est de voir comment transformer ça en jus de fruits et voir le gingembre que nous sommes en train de faire, comment en faire en jus de fruits, parce qu'aujourd'hui les gens achètent le gingembre, mais comment le faire au niveau industriel pour que ça soit... Nous avons un membre qui est en train à l'heure là de faire une thèse à Montpellier et il a traité sur l'optimisation du gingembre. Donc c'est à partir de là-bas, il a traité sur, il fait sa thèse en technologie alimentaire, c'est voir comment on peut faire tout ça là. Ça crée non seulement de l'emploi, l'unité industrielle on a fini de faire, les études de faisabilité, ça crée 20 postes, 20 emplois directs. Et de l'autre côté, vous avez à peu près 60 à 90 ouvriers agricoles qui travaillent. C'est énorme. Et de l'autre côté, les transporteurs, on n'a pas compté ça, ainsi de suite. C'est une chaîne d'emploi. C'est une chaîne d'emploi. Des jeunes qui créent de l'emploi jeune. Exactement, une chaîne d'emploi. Non seulement les contractants, quand vous prenez les vigiles qui seront là-bas, ils seront payés. Quand vous prenez aujourd'hui ceux qui vont s'occuper du transport, ils seront payés. Et vous voyez, cette unité industrielle paye de taxes. Et ces gens qui travaillent vont aussi contribuer à l'économie du pays. C'est comme ça qu'on peut faire les choses. C'est bien de sensibiliser aux jeunes aujourd'hui de ne pas partir, mais il faut accompagner des actions pareilles pour qu'on puisse voir effectivement quelque chose qui bouge et qui insiste. C'est pourquoi, comme j'aime à le dire, nous sommes en train de rendre l'agriculture sexy. Voilà. C'est plutôt sexy. Ce que je voudrais juste peut-être terminer l'entretien là-dessus, c'est par rapport aux difficultés. Ouais. Tout à l'heure, vous nous avez montré une très grande partie de la ferme qui a été ravagée par les feux. Est-ce que c'est seulement cette difficulté que vous avez ou il y a d'autres nous avons environnementales cette difficulté-là. Effectivement, aujourd'hui, c'est quand vous êtes en train de travailler que des gens vous sabotent comme ça fait mal. Vous comprenez, ils laissent le feu comme ça. Mais là, j'incrimine les autorités locales et les autorités politiques. Il faudrait qu'aujourd'hui, c'est le législateur guinéen qui a fait, quand on laisse un incendie, on retrouve le coupable et c'est un crime. C'est un crime. Donc il faut punir ces gens-là. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, les autorités locales s'impliquent pour sensibiliser. Nous sensibilisons, mais il faut qu'ils nous accompagnent pour qu'on sensibilise davantage et que les gens comprennent qu'en mettant le feu, on met fin à la biodiversité. Et là, c'est comme si on met fin à une culture. La biodiversité doit être protégée et avec le feu, on abîme tout. Donc il y a ce problème qui est là. L'autre problème, c'est aujourd'hui les difficultés financières. Nous n'avons pas les moyens de nos ambitions et de notre politique. Troisièmement, c'est comment mécaniser tout ça là. Mais l'autre phase, c'est comment avoir toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire la conservation, la transformation. Aujourd'hui, vous produisez, mais si vous ne vendez pas à temps, vous perdez. Donc c'est de voir comment on peut, par exemple, quand on produit nos tomates, on les garde à peu près une semaine pour les vendre, ainsi de suite. Ou bien beaucoup de choses qu'on arrive à conserver. Après, si on le vend, ça fait quelque chose. Mais si on n'a pas la possibilité de transformer tout ça là, ça ne peut pas aller. Et ce qu'on n'a pas peut-être mentionné, c'est que vous utilisez des produits biodégradables pour vos engrais. C'est-à-dire que ce que vous produisez ici, c'est carrément bio. Il n'y a pas d'engrais chimiques. Exactement. Nous ne disons pas que nous sommes 100% bio, parce que des fois nous utilisons pour les insectes des pesticides. Mais au niveau de la production, par exemple, vous avez vu le compost que nous avons ici. Nous utilisons des biodégradables, nous utilisons aussi, nous recyclons beaucoup de choses. Donc c'est ce que nous nous inscrivons dans le développement durable. Il faudrait qu'un jour, ma petite fille puisse dire ah oui, nos parents ont protégé et l'environnement se sont battus pour que nous puissions en profiter aussi. C'est cela, sinon nous devenons égoïstes, nous devenons méchants. Ce n'est pas l'objectif. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans le développement durable et nous avons des icônes comme Pierre Rabhi qui nous inspirent beaucoup et nous essayons de faire comme eux pour voir comment est-ce qu'on peut mettre des alternatives pour non seulement valoriser aujourd'hui l'expérience paysanne de nos parents, parce qu'il y a une expérience qu'il ne faut pas négliger, mais comment aussi mettre
aujourd'hui l'expertise des ingénieurs agricoles et travailler. Donc, rendre l'agriculture sexy, eh bien, félicitations. Merci. Et bonne continuation. Merci. Mesdames, messieurs qui nous suivez, aujourd'hui vous avez compris que nous sommes avec ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes agripreneurs comme on les appelle. S'il y a un moment des jeunes fuyaient les villages, fuyaient la Daba comme on le dit, aujourd'hui c'est des jeunes qui repartent vers la terre parce qu'ils ont dit la terre, elle nous nourrit et elle ne nous trompe jamais. merci.